grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Dernier numéro, donc dernier virage, j'allais dire, de cet autre numéro des Grandes Gueules. Merci de votre fidélité, merci d'être avec nous, scotché au programme d'Espace TV. La Guinée pourra-t-elle organiser la CAN 2025? Nous posons cette question. Le gouvernement rassure par le discours, mais peu d'actes se posent concrètement. Le comité d'organisation de la CAN, dont le bureau a été renouvelé plusieurs fois, ne donne aucune visibilité sur son travail. Ces derniers temps, des informations évoquent la présence d'une mission de la Confédération africaine de football dans nos murs pour s'enquérir des réalités, pour comprendre le sujet et ses enjeux. Nous recevons ce matin Tanou Diallo, il est officier média de la CAF. Il est avec nous en studio. Bonjour Tanou, bienvenue. Bonjour Madame Hiro et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. C'est un plaisir d'être sur ce plateau. Allez-y Antoine pour la première Tanou, question. Bienvenue. On va commencer par cet incident survenu au stade de Nongo. Est-ce que la Guinée risque des sanctions de la part de la CAF? Si on se réfère à ce qui s'est passé ailleurs, récemment vous avez vu cette double confrontation entre le Nigeria et le Ghana lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Il y a eu une invasion de la pelouse lors du match retour au Nigeria. Donc le Nigeria a pris une lourde sanction financière d'abord, ensuite prochainement, en ce qui concerne les matchs de la FIFA, ils vont jouer un match à huis clos. Donc ça veut dire que ce qui s'est passé au stade de Nongo lors de ce match Guinée-Malawi, la Guinée risque une sanction pécuniaire et en même temps, derrière, il se pourrait qu'on joue nos prochains matchs à huis clos. Maintenant, tout dépendra de ce que, comme vous le savez, il y avait un commissaire de match qui était là. Tout dépendra de ce qu'il va mettre dans son rapport. Et j'espère qu'il ne va vraiment pas être tendre avec nous. Je le dis clairement. C'est clair qu'on aurait pu éviter ce qui s'est passé au stade de Nongo. Mais est-ce que vous avez cherché à comprendre ce qui a provoqué tout cela? Écoutez, moi j'ai l'habitude de faire beaucoup de stades sur ce continent. J'ai fait 2 CAN. Mais est-ce que j'ai vu le dispositif sécuritaire que j'ai vu autour de ce stade de ce stade de Nongo ce jour-là? Je pense que ce dispositif-là, il ne pouvait pas empêcher cette foule massivement mobilisée de forcer les portes du stade de Nongo, ça il faut le dire. Moi personnellement, je suis arrivé à 15h au stade de Nongo. Je devais passer par la porte VIP et cette porte-là, en principe, aucune personne ne doit être là si vous n'avez pas une voiture avec un macaron. Mais je suis venu là, vous pouvez pas. C'était impossible d'avoir accès au fait. Donc les agents de la sécurité, au lieu d'être à l'extérieur des portes du stade, ils étaient à l'intérieur du stade. Donc c'était assez compliqué. Vous ne pouviez pas avoir accès à ce stade-là. Donc le dispositif sécuritaire qui était là, l'effectif était insuffisant. C'était pas possible. Comme vous le savez, la Guinée, cette équipe du Sili national, elle mobilise les foules. Donc quand la Guinée joue à domicile, vous devez prendre toutes les dispositions pour faire en sorte qu'il n'y ait pas ces débordements. Par exemple, l'heure d'accès, à ce qu'on apprend, les portes ont été ouvertes un peu plus tard. Moi, personnellement, quand je suis arrivé, comme je vous l'ai dit, je vous parle de mon expérience personnelle. Donc, ce qui s'est passé avant, je ne pourrais pas témoigner. Mais moi, personnellement, quand je suis arrivé à 15h au stade de Nongo, les portes n'étaient pas fermées. Mais tout simplement, quand je suis arrivé là où je devais rentrer, j'ai difficilement pu avoir accès parce qu'il y avait une foule qui était devant cette porte-là et cette foule ne devait pas être là. Donc difficilement j'ai pu avoir accès. Côté sécuritaire, est-ce que vous pensez que les gens ont failli ou bien c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas ce qui devrait se passer? Parce que si vous nous dites que de ce côté, il n'y a que des gens, par exemple, d'une certaine catégorie qui devraient passer par là et que d'autres personnes s'y retrouvent, est-ce que c'est une incompréhension, un manque de maîtrise de la situation? Et qui peut être engagé dans ce cadre-là? Est-ce que c'est la fédération ou le prestataire au niveau du stade? Quand vous organisez, comme je l'ai dit tantôt, quand vous organisez un événement comme ça, il ne faut pas du tout le dispositif sécuritaire, vous ne devez pas improviser. Parce que moi, personnellement, j'ai eu l'impression qu'on a improvisé au fait. Donc les gens, le matin du stade, le matin du match, ils se sont pointés au stade général Lansana Conté de Nongo. La Guinée joue
qu'est-ce qu'il y a eu derrière comme préparation? Moi, j'ai eu l'impression qu'il n'y a eu absolument aucune préparation. Il n'y a pas eu de simulation. Et dans exactement. Et en simulation, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Donc, ils se présentent là, le jour du match. On doit assurer la sécurité du stade de Nongo. Aucun plan sécuritaire par rapport à ce que vous voyez. Et après, il y a des débordements comme ça, vous ne pouvez pas du tout les éviter. Et des fautes de ce genre, on peut les imputer à qui? Au Comore ou à qui d'autre? On peut les imputer à qui? Moi, je trouve que le communiqué du Comore qui est sorti, c'est un communiqué responsable. Il y a beaucoup de personnes qui étaient impliquées dans l'organisation de ce match-là. Qui ont failli. Ils doivent se retrouver et des enquêtes doivent être menées. Et puis c'est après cela qu'on pourra situer les responsabilités. Vous connaissez la gestion des stades. Quand il y a un match, qui est-ce qui doit gérer le volet sécurité? Est-ce la fédération? Est-ce le ministère directement? Ou si le terrain est avec un prestataire, c'est le prestataire. Qui doit assurer cela? C'est l'État. La fédération, c'est l'organisateur du match. Voilà. Quand il y a un match, la fédération saisit le ministère des Sports, qui à son tour saisit le ministère de la Sécurité. Donc c'est une chaîne. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans cette organisation-là. Du coup, c'est ce qui fait que je vous dis, ces personnes-là, la fédération, le ministère des Sports et le ministère de la Sécurité, tout le monde doit s'expliquer. Mais tout doit partir de la fédération. Tout doit partir de la fédération. C'est elle qui exprime le besoin. C'est l'organisateur du match. Oui. Et c'est normal que c'est l'organisateur du match fait appel au ministère des Sports, qui, à son tour, comme je vous ai dit, doit faire appel au ministère de la Sécurité. Donc c'est comme ça que ça Et la CAF a recommandé à la Guinée 16 000 places. Oui, 16 000 exactement. Places. On a fait le constat qu'il y a eu au-delà de 16 000 au stade. Par rapport à la vente des tickets, par exemple, est-ce que vous avez une idée un peu de ce qui a bien pu se passer? Parce qu'on a vu qu'il y avait plus de 16 000 personnes au stade. Les gens qui étaient dans ce stade-là, ils n'avaient pas de ticket. Tout ce monde qui avait dans ce stade-là, ils n'avaient pas de ticket. Parce que si vous regardez le stade de Nongo, les 16 000 places, c'est la tribune officielle. Donc les virages et l'autre tribune découverte, personne ne devrait être là. Donc tous ces gens que vous avez vus au niveau des virages et au niveau de la tribune découverte, ils n'avaient pas de ticket. S'ils n'avaient pas de ticket, ils ont escaladé le mur? Bien sûr, ils ont forcé les portes, comme je vous ai dit. Ils ont escaladé les murs, ils ont forcé les portes. Après, ils se sont retrouvés dans ce stade-là. Donc, en principe, ils ne devaient pas être là. Alors, vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'intéresse quand vous parlez de la gestion. Lorsque la Fédé saisit le ministère des Sports, le ministère qui saisit le département de la sécurité. Est-ce que là aussi, d'après votre expérience, il doit exister une entité qui a une meilleure maîtrise de la gestion des matchs que d'aller prendre une équipe mixte comme ça parce que ce sont juste des personnes qui sont en tenue pour venir sécuriser? Est-ce que là aussi, il faut une certaine organisation pour des gens qui ont de l'expérience d'une foule venue pour un match? Écoutez, c'est pour moi, parce que j'ai été officier média de plusieurs matchs du Royal ici en Ligue des Champions, pour moi, ces gens-là, ils ne sont pas nouveaux. Ils sont habitués à ce genre de rencontres. Mais sur ce match-là, je trouve qu'ils sont tout simplement faillis. Mais après, il s'agit du Sili national. Encore une fois, il s'agit du Sili national. Donc, quand il s'agit du Sili national, vous devez avoir exactement l'enjeu. Il est extrêmement important, surtout vu que c'est que le match que le Sili fait en Égypte. Donc, vous savez que à Conakry, les gens, ils sont derrière cette équipe nationale. On a vu la même, on a vu la même problématique dans un pays dit développé, donc la France avec la finale de la Ligue des Champions, où il y a eu effectivement des débordements, où il y a eu des problèmes de carence en termes de sécurité. Mais cela étant, c'était quand même un énorme stade. Là, est-ce que, plutôt que la CAF dont vous êtes un membre, plutôt que d'avoir un volet uniquement de constat, ne doit pas avoir aussi, elle, un volet de conseil, c'est-à-dire que puisqu'on connaît les carences de nos différents services de sécurité, est-ce que la CAF ne doit pas faire des recommandations précises avec des règles et des normes précises pour que cela ne se renouvelle pas? Il y a des recommandations. Quand la Guinée fait une demande par rapport au nombre de spectateurs qui doivent se retrouver dans ce stade-là, la CAF leur a dit il doit y avoir 16 000 spectateurs. Pas plus, pas moins. Okay, donc si vous arrivez à vendre 16 000 tickets, il n'y a pas de souci. Et ces 16 000 personnes-là, ils doivent être au niveau de la tribune officielle. Parce qu'au niveau de la tribune officielle, vous avez des sièges fixes, individuels. Numérotés, etc. Numérotés. Donc au niveau des virages et au niveau de l'autre tribune découverte,
Il n'y a pas de siège fixe individuel. Donc, aucune personne ne doit se retrouver là. D'accord. Tanou Diallo, officier média donc, de la Confédération africaine de football. On évolue, Antoine Kourouma, avec la CAN 2025. Voilà. À présent, on parle de la CAN. On nous l'a attribuée depuis 2014 pour l'organiser en 2023. On est à pratiquement 2 ans de l'organisation de la CAN. Moi, du constat que je fais... Il est négatif depuis le début. Tu es mauvais, on te voit arriver là. Depuis 2014, on nous l'a attribué. On est en 2022. Le Qatar, à qui on a attribué le mondial des années après, est pratiquement prêt. La Côte d'Ivoire pour 2023. Tu compares poisson frais et poisson sec. Le Qatar est prêt. En Guinée, on constate qu'il y a quand même des actions qui sont posées. Est-ce que c'est normal? Dites-nous, monsieur Tanou, vous qui êtes spécialiste, est-ce que de votre point de vue, on sera prêt en 2023? 2025. Mais vous savez, Antoine, est-ce que le poisson sera frais ou avarié? Vous savez, quand on parle de l'organisation de la CAN en 2025 en République de Guinée, parfois j'ai l'impression que les gens ils parlent de l'organisation d'un tournoi interquartier. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que c'est quelque chose qui est très lourd à organiser. Il faut rappeler le contexte. C'est l'image de la Guinée qui va être, mise en avant. Il faut rappeler le contexte. Comme vous l'avez dit, on a eu, ils nous ont accordé l'organisation de cette CAN en 2014. En plus, il faut le préciser parce que beaucoup de personnes ne le savent pas, on avait candidaté pour la CAN 2021. Donc après, on a accordé l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, 2021 à la Côte d'Ivoire. Vu que notre dossier n'a pas passé, à l'époque, vous aviez un certain Issa Hayatou qui était un grand ami à la Guinée. Et il s'est dit, écoutez, nos amis guinéens, ils ont présenté une candidature. Et vu que, voilà, ils sont là. On va essayer de voir si on va leur accorder l'organisation de la CAN 2023. C'était pas du tout dans l'agenda de la CAF. Ça, il faut le préciser. Beaucoup ne le savent pas. Donc, du coup, en principe, on devrait organiser une CAN dans une année. Parce qu'on avait l'organisation de la CAN de 2023. Il y a eu le glissement. C'est parce que le Cameroun n'a pas pu organiser en 2019. Il y a eu un glissement parce que le Cameroun n'était pas prêt. Du coup, on a attribué l'organisation de la CAN 2019 à l'Égypte. Derrière, il y a eu le glissement. La Côte d'Ivoire organise la CAN 2023 et la Guinée, la CAN 2025. Nous sommes à 2 ans de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et quels sont vos constats? Sur le terrain, il ne se passe absolument rien. Il y a comme vous l'avez rappelé dans votre intro, il y a une inspection de la CAF qui est sur place. Qu'est-ce que vous allez leur montrer à 2 ans du début de cette compétition? C'est du 28 septembre. Absolument rien. Parce que même, vous n'avez même pas un terrain d'entraînement qui répond aux exigences de la CAF. Vous ne l'avez pas. Parce qu'un terrain d'entraînement d'une CAN, vous devez avoir, c'est du gazon naturel, ce qu'il n'y a pas, parce que tout ce qu'il y a là comme pelouse à Conakry, c'est du synthétique. Donc aucune équipe ne va s'entraîner sur du synthétique. Et du coup, vous n'avez même pas un terrain d'entraînement. À plus forte raison, les 6 stades qui sont recommandés pour organiser une CAN. Et il faut le rappeler, 6 stades. Quand vous organisez 24 équipes. Quand vous organisez seul, c'est 6 stades. Et chaque site doit avoir 4 terrains d'entraînement. Un terrain d'entraînement pour chaque équipe, un terrain d'entraînement à réserve en cas d'urgence, un terrain d'entraînement exclusivement réservé aux arbitres. Alors qu'on n'en a pas un seul pour l'instant. Alors qu'on n'en a pas un seul. Et là, on est là. Mais il y a aussi les routes et les hôpitaux, parce que j'apprends que pour les hôtels également. Et aujourd'hui, selon vous, parce qu'on a vu le plan du ministère du COCAN qui a été mis en place, un COCAN qui se renouvelle chaque année. On change de membre comme on change d'habit, sauf qu'il n'y a pas d'événement. Dites-nous à ce jour, parce que par rapport au plan d'action du COCAN, on nous a appris qu'il y aurait, je crois, 2 ou 3 stades à Conakry, un dans toutes les régions naturelles du pays. Dites-nous, est-ce que cela vous rassure-t-il? Moi, personnellement, je n'ai pas envie de faire dans la langue de bois. Il faut dire les choses clairement. Et depuis quelques années, on est en train de se mentir dans ce pays. Si vous voulez organiser une CAN, vous vous réveillez très tôt. Il faut rappeler les budgets de la CAN 2022 qui vient de se tenir au Cameroun. Elle est allée au-delà du 1 milliard d'euros comme investissement.
la Côte d'Ivoire se retrouve à 500 milliards de francs CFA. Donc ça aussi, c'est près d'1 milliard d'euros. D'investissement. Ça, c'est juste au niveau des infrastructures. J'ai entendu parler de 30 millions de dollars ici, récemment. C'est le président Doumbouya qui a ordonné le décaissement de 30 millions de dollars pour le début des travaux. Ça va servir à quoi? Absolument rien, parce que vous ne pouvez même pas faire un stade de football. Ouais. C'est pas possible. Est-ce qu'on a même le temps pour réaliser tout ça? Voilà, est-ce que si on avait même les moyens aujourd'hui, est-ce que le temps... Un stade, c'est 2 ans maximum, je crois. Il n'y a pas que le stade, justement. Il y a les infrastructures routières dont on parlait. Il y a tout ce qu'il y a de co-annexe en termes d'infrastructures. Alors clairement, est-ce que la Guinée peut organiser cette CAN? Non, on peut le faire si on a la volonté. Antoine. On pose la question. Antoine, il n'y a jamais eu de volonté politique. On a l'organisation de cette CAN depuis 2014. S'il y avait une volonté aujourd'hui pareil, est-ce qu'on aurait suffisamment de temps? Il ne faut pas oublier dans quel contexte nous sommes dans ce pays. Donc c'est non, pas de langue de bois. Est-ce que vous estimez qu'on est prêt personnellement, si vous me posez cette question, pour être assez sincère, on n'est pas prêt. C'est mort. Voilà. J'ai entendu la dernière fois, je crois, c'est le ministre qui parlait de possibilités de co-organisation. Est-ce que même pour cela, on peut être au moins prêt? Avec le Sénégal. La co-organisation, à un moment donné, on met au moins 2 stades à disposition. Ça aurait pu être possible. Et pour la co-organisation aussi, il faut rappeler, quand vous organisez seul, vous devez mettre à disposition 6 stades. Quand c'est une co-organisation, 4 stades, non. 4. Mais là, on fait une erreur. C'est 4 stades que vous devez mettre à disposition. Ce retard n'est pas imputable au ministre actuel. Pourquoi 4? Il est sur une explication là. Il parle de la co-organisation. Pourquoi pas la moitié? La co-organisation se règle à un niveau politique. Et vous connaissez tous le contexte politique actuellement. Le pays, on est dans une situation de transition. Donc, je ne vois pas comment un autre pays, actuellement, vu le contexte, va s'asseoir avec la Guinée autour d'une table pour discuter d'une co-organisation. Donc, pourquoi? Parce que ce ne sont pas des acteurs fiables? Vous connaissez le contexte. Mais le Sénégal avait mis le fouet à la CEDEAO. Il y a la CEDEAO. Actuellement, on est... Pour faire de l'humour, Hitler a organisé les autres 32, ça s'est bien passé. Donc, du coup, ça va être... À un moment donné, au moment où le président Alpha Condé était là, il y avait moyen de faire une co-organisation parce que tout simplement, le Sénégal manifestait l'intérêt. À ce moment-là, il y a eu des discours populistes. Et on s'est dit qu'on est, nous, on est des nationalistes, c'est la Guinée, on est les plus forts, donc du coup on pourra organiser la CAN. Voilà. Aujourd'hui, notre CAN 2025, il faut le rappeler, il y a 2 pays qui s'alignent pour la reprendre. La Guinée, il y a le Nigeria et puis il y a l'Algérie. Bon, nous on va prendre 2029. Mais dites-nous, parlons, c'est vrai, il y a une question de volonté politique, mais il y a aussi ce COCAN-là qui a été mis en place en vue de faciliter l'organisation de la CAN. Mais comment voyez-vous la composition et la façon dont le COCAN évolue? Est-ce que leur évolution pour vous se passe normalement? Est-ce que les personnes qui composent le COCAN sont à leur place? Quand on a parlé du COCAN dans ce pays, je pense que les gens se sont dit on se retrouve entre amis, il y a de l'argent à prendre, entre potes, il y a de l'argent à prendre, on se retrouve là et ils ont oublié qu'il y avait beaucoup de boulot, c'est assez technique, il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, ils l'ont jamais fait. Ils se retrouvent entre eux, ils font des réunions, mais au final, sur le terrain, il se passe quoi? Il ne se passe absolument rien. Normalement, Tanou, qui doit être dans ce COCAN? Parce qu'il y a quelquefois des conflits d'intérêts, des questions de leadership. Qui doit être dans des ce COCAN? Des opérateurs économiques et tout ça. L'association organisatrice, c'est la Fédération guinéenne de football. Donc, ça veut dire que la Fédération guinéenne de football doit se retrouver dans ce COCAN. On a un connor pour l'instant. Le ministère des Sports doit se retrouver dans ce COCAN-là. Et plein d'autres départements qui sont exactement, ils doivent se retrouver dans ce COCAN-là. Maintenant, est-ce qu'on a choisi les bonnes personnes? C'est à ce niveau qu'il y a... À l'époque, le débat qui s'était posé ici, c'était sur la présidence, parce que je crois qu'on avait nommé l'ancien président de la Fédération guinéenne de football président, et puis Bantamasso, ancien ministre des Sports. Non, il était président, non? Et puis Bantama était le président. Oui, Bantama était le président, mais au départ, il s'était dit qu'il fallait plutôt confier la présidence aux techniciens, pas aux politiques. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Est-ce que c'est le ministère qui préside ou alors c'est la fédération? Partout ailleurs en Afrique, jusqu'ici, c'est le ministère des Sports qui est à la tête du COCAN. D'accord. Mais après, eux, ils délèguent parce qu'ils n'ont pas assez de temps. Donc, les autres, ce sont eux qui font le travail. Mais partout en Afrique, si vous regardez la Côte d'Ivoire,
Et le Cameroun qui vient d'organiser la CAN, c'est le ministère des Sports, c'est le ministre des Sports qui était à la tête de ce COCAN-là. Et quels sont les voyagez beaucoup, quels sont les avantages? Excuse-moi Antoine, vous qui voyagez beaucoup à travers l'Afrique, vous avez parlé du Cameroun, vous avez parlé de l'Égypte, de l'Algérie qui risque d'organiser. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, en tant que Guinéen, que nous sommes perpétuellement dans cette médiocrité, dans l'échec? Ça, c'est une très belle question. C'est parce que c'est une réalité. On est sans cesse dans la médiocrité et dans l'échec. Moi, je me dis souvent. Je voulais insister quand même. Moi, je me dis souvent qu'on ne met pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut dans ce pays. Et ça, c'est un problème. C'est toujours le copinage. C'est toujours le copinage. Sinon, on a des hommes pour faire le boulot. Mais ces hommes-là, rarement, ils se retrouvent à des positions où ils peuvent exprimer leur talent. Exactement. Donc, il n'y a pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et tant que ça va fonctionner comme ça, dites-vous en gros, vous êtes en train de nous dire que ce sont toujours les médiocres qui trustent le meilleur poste. C'est la pyramide inversée dans ce pays. Quel est l'avantage pour un État d'organiser une telle compétition? C'est-à-dire, quelles sont les retombées d'une CAN pour un pays? D'abord, dans un premier temps, vous développez les infrastructures sportives dans votre pays. Imaginez que vous organisez une CAN, donc vous avez 6 stades aux normes internationales et chaque stade a 4 terrains d'entraînement. Donc quand il s'agit de développer le football dans ce pays-là, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'en ce moment-là, un pays comme la Guinée, vous n'allez plus jouer dans la poussière et dans la boue. Donc vous professionnalisez votre football. Et ça, c'est extrêmement important. Et Antoine, n'oubliez pas que vous accueillez 24 pays chez vous. Et 24 équipes nationales, c'est à peu près la majorité du continent qui se retrouve chez vous. Sans compter les spectateurs. Exactement. Donc les petits commerces, le tourisme. Chacun développe son activité et chacun fait des profits. Et ça, c'est extrêmement important. Après, derrière, il y a les aéroports et tout ça, parce qu'on apprend que l'aéroport, il faut des hélicoptères parfois entre. Non, pas d'hélico, en avion. Vous devez les équipes pour le déplacement des équipes nationales entre les différents sites de la compétition, vous devez mettre à disposition un vol pour les équipes. Et il y a possibilité d'organiser. On n'a pas d'avion. Non, ça vient. Si, on avait des avions. On en a maintenant. On a Guinée Airlines là, qui arrive. C'est pas là encore en attendant. Depuis 2 ans. Oui. Il y a possibilité d'organiser des transports par voie terrestre si la distance ne dépasse pas les 200 km. Okay. Donc à partir du moment où ça dépasse les 200 km... Jusqu'à Kindia, on peut aller en véhicule. On peut aller en véhicule. Vous pouvez pas faire une exception pour nous, on va mettre des bus. Non. Même sur la route après, c'est un calvaire pour les joueurs. Justement, ma question, c'est l'autre attraction. Quand il y a la CAN dans un pays, c'est l'équipe nationale. On suppose que cette équipe doit aller aussi loin que possible pour quand même garder le public. Est-ce que du côté de l'équipe, ça rassure au moins 2025 ou 2025? C'est au cas où on organise la CAN. Oui, mais si on devait organiser cette CAN, est-ce qu'on pouvait compter sur notre équipe nationale? C'est ma question. Je pense qu'ils sont au début d'un nouveau projet. Malheureusement, à tout moment, on repart à zéro et on essaie de construire quelque chose parce qu'il y a une instabilité à un certain niveau de l'organisation de notre football. Il y a un nouveau projet qui est en train de se mettre en place. Kaba Diawara est à la tête de ce projet-là. Il est en train de travailler. J'ai vu cette équipe-là contre l'Égypte et je l'ai vu ici contre le Malawi. Pour le moment, c'est rassurant parce qu'il y a quelque chose, ce qui se fait, vous sentez qu'il y a un réel projet derrière. Ce n'est pas du hasard. On a vu par le passé, quand cette équipe nationale-là joue, c'est du pur hasard au fait. Donc là, actuellement, il y a un nouveau projet qui est là. D'ici 2025, il y a moyen d'avoir une équipe nationale compétitive. Maintenant, est-ce que cette équipe-là peut remporter la CAN? Parce que ce sont toutes les grandes équipes du continent. Mais sinon, pour parler de l'expérience égyptienne, cette équipe-là a été éliminée en 8e de finale en 2019. Okay. Mais ça n'a pas empêché le tournoi de continuer et le public était toujours là. Et ça a continué, même si la CAF peut faire que l'équipe qui organise, le pays qui organise, qu'elle reste le plus longtemps possible dans la compétition. C'est bien possible que la CAF... Non. C'est le souhait. C'est le souhait. C'est pas... Est-ce que parfois... j'ai entendu peut faire. Non. Préfère. Mais quand... Non, je reviens sur le choix du mot alors.
La CAF souhaite que l'équipe qui organise le pays hôte. Oui, Tanou, sans langue de bois. Est-ce que parfois, il est arrivé des moments où la CAN a favorisé les pays organisateurs dans la CAN? Il y a eu le Cameroun, où on a accusé le pays d'avoir, surtout contre le Cap-Vert, d'avoir fait en sorte qu'il y ait beaucoup de joueurs atteints de Covid-19. Un joueur a été contraint de jouer dans les buts. Est-ce que cela parfois se fait dans les pays? Le Cameroun ne s'est pas qualifié à la finale. Je sais, mais il ne peut pas se qualifier. Exactement. Donc, quelle que soit la triche. Au niveau de l'arbitrage, pour être beaucoup plus sérieux, au niveau de l'arbitrage, il y a un boulot qui est en train de se faire depuis quelques années, depuis pratiquement 2018. On essaye de faire en sorte que ces gens-là, qu'ils soient des grands professionnels, pour pouvoir diriger les grands matchs. Et parce que tout simplement, derrière, on crée une certaine émulation entre ces arbitres-là. Aujourd'hui, si vous prenez l'Afrique, peut-être qu'on a les 4 arbitres qu'on met sur les gros matchs. Vous avez un Éthiopien qui est Bamlak, un Sud-Africain, Victor Gomez, Ndala de la RDC et Bakary Gassama de la Gambie. Donc ça, ce sont nos meilleurs sifflets pour le moment. Donc on essaie de faire en sorte que derrière, que les autres poussent ces gens-là. Parce que ce sont ces gens-là, quand il y a les compétitions de la CAF, ce sont ceux-ci, on fait appel à ceux-ci. Et chaque arbitre, il a envie d'arbitrer une Coupe du Monde ou dans les compétitions de la FIFA. Donc on essaie de créer une certaine émulation entre eux. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Ce n'est pas encore parfait, mais à ce niveau-là, il y a des efforts qui sont faits. Pour revenir à l'organisation de la CAN, parce que vous êtes en train de tirer la sonnette d'alarme avec humour et à juste titre, quel serait le conseil que vous donneriez? Peut-être après le conseil, Tanou, moi j'aimerais bien savoir le regard extérieur. Vous êtes guinéen, c'est vrai, mais comment vous observez la gestion du football, du sport en général dans notre pays? Est-ce que vous sentez de la volonté de faire en sorte que les équipes émergent? Parce qu'à un moment donné ici, on a vu que c'est des personnes parfois qui poussent certaines équipes. Dans le monde du basketball, par exemple, c'est une personne qui se bat, c'est quelquefois très difficile. Quelle perception à ce niveau? Oui, l'État ne fait pas beaucoup d'efforts pour soutenir les différentes fédérations. Ça, il faut le souligner. Aujourd'hui, le basketball, par exemple, si on prend un exemple sur la Fédération guinéenne de basketball dont vous parlez, le président, il fait beaucoup d'efforts. Il a un projet viable. Lequel? Parce qu'il y a un bicéphalisme. Non, c'est lui qui est reconnu. C'est lui qui est reconnu à l'international. Donc, lui, il fait beaucoup d'efforts. Et les équipes guinéennes de basketball participent pratiquement à toutes les compétitions africaines. Ce qui est quelque chose d'appréciable. Mais est-ce que l'État les soutient? Pas suffisamment. L'État même les doit depuis un moment. Donc, ils se déplacent. C'est eux-mêmes qui financent leurs activités, et ça c'est très dommage. Et parce que l'État n'est pas là pour les soutenir. Avant le conseil, pardon, avant le conseil rapidement, je veux vous entendre sur la récente sortie du vice-président du CONOR, également du communiqué du CONOR. Est-ce que le CONOR, selon vous, a accompli sa mission depuis sa mise en place? Est-ce que pour vous, le bilan du CONOR depuis sa mise en place en, je crois, 8 mois, est-ce qu'il est satisfaisant? Et que dites-vous de la sortie du vice-président au lendemain du match du Sili et du recadrage fait par sa présidente? Le CONOR, ils sont là depuis décembre. Et en principe, le mandat il finissait à la fin de ce mois-là. Est-ce qu'ils ont fait leur boulot? On leur demande de faire un toilettage des textes et d'organiser des nouvelles élections qui permettra à la Guinée de revenir à la normale. Je ne sais pas à quel niveau ils en sont par rapport à ce projet-là, mais niveau communication, il y a mieux à faire. Vous savez, ici, dans ce pays, on a beaucoup trop personnalisé le débat. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Le football, c'est un facteur d'union. Le football, on n'est pas là pour se faire la guerre. On n'est pas là. Il faut arrêter cette adversité. Il faut arrêter cette animosité que je trouve très dommage. Moi, je suis dans ce football-là depuis une dizaine d'années. Je n'ai jamais accepté d'appartenir à un clan. Je ne le ferai jamais. Pour moi, la Guinée est au-dessus de tout. Au niveau communication, vous allez avoir du mal à avancer dans ce exactement, c'est assez compliplié. Il avance. C'est très compliqué. Mais beaucoup moins vite que les autres. Donc, au niveau des communications, on parle de la Guinée.
c'est très important. Le Sidi National, c'est pas pour une personne. Juste une question. Le stade de Nongo, c'est pas pour une personne. Il s'agit du football guinéen. Pourquoi on ne met pas au-dessus de tout l'intérêt du football guinéen? Parce qu'on en est incapable. Parce qu'on en est incapable. Mais on ramène tout à une personne et on se focalise sur des petits détails. Pendant ce temps, il y a beaucoup d'autres choses à faire. On perd du temps sur les détails. Qu'est-ce qui va se passer au cas où qu'on appelle le mandat du CONOR, si je peux l'appeler comme ça, arrive à expiration? Est-ce qu'on va rallonger le mandat? Qu'est-ce qui va se passer à la fin de ce mois de juin avec la CAF? C'est à la discrétion de la CAF et de la FIFA qui ont mis en place ce comité de normalisation-là. S'ils décident de prolonger leur mandat, ils ont le droit de le faire parce que tout simplement, le CONOR, la Fédération guinéenne de football, c'est une association qui appartient à ces institutions-là. Donc ce sont ces institutions-là qui décident parce que tout simplement, ces institutions-là mettent de l'argent dans cette Fédération guinéenne de football-là, dans ce CONOR-là. Il y a un déséquilibre qui est évident. Plus tu sors de la Guinée en termes organisationnels, donc de matchs de foot, de coupe, etc., plus la norme est élevée, plus il y a un devoir et une demande d'excellence de la part de la FIFA. Et plus tu rentres en Guinée, plus malheureusement la courbe baisse en termes d'exigence, d'excellence. Et vous avez parlé tout à l'heure de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, et vous avez dit à juste titre que ce n'était encore pas le cas dans notre pays. Qu'est-ce qu'il faut pour que enfin les Guinéens comprennent et notre élite guinéenne du football comprenne qu'il va falloir qu'elle contrebalance et qu'elle se mette au niveau de l'excellence et de l'exigence organisationnelle de la CAF? Les gens doivent se mettre ensemble. On a perdu beaucoup de temps. Et imaginez-vous, on est dans une association la CAF, je parle de la Confédération africaine de football, qui compte 54 associations nationales. Aujourd'hui, la Guinée est totalement absente à la table de décision. Donc quand il s'agit des questions de football, il n'y a aucun Guinéen qui est là qui peut influencer sur les décisions qui sont prises. C'est extrêmement dangereux. Et il y a plusieurs départements dans cette confédération africaine de football-là. Donc pourquoi on est absent? Parce que tout simplement, on se fait la guerre ici inutilement. On se déchire entre nous ici inutilement. Et ce qui fait qu'on n'a pas besoin de nous. Moi j'étais à la CAN, vous avez, sans pour autant manquer du respect à ces pays-là, vous avez le Djibouti. Est-ce que c'est une grande nation de football en Afrique? Non. Mais ils avaient au moins près de 10 représentants dans les différentes commissions d'organisation de la CAN 2022. Vous avez le Sud-Soudan. Est-ce que par rapport à la Guinée, qu'est-ce que ça représente? Sans leur manquer de respect. Parce que nous, quand même, on a une certaine histoire dans le football. Mais la Guinée était totalement absente. Sur 13 millions d'habitants, j'étais le seul qui a représenté tout ce pays. Et ça, c'est lamentable. Alors pour terminer, Tanou, en parlant de sanctions pécuniaires, qu'est-ce qu'on peut risquer? On croise les doigts et nous espérons qu'il n'y aura pas de sanctions. Mais si jamais les sanctions tombaient en termes pécuniaires, jusqu'où on pourrait aller? J'espère juste qu'on ne va pas nous dire qu'on ne joue plus à Conakry, parce que ça c'est le plus important. Oui. Parce que s'il faut aller au Sénégal ou au Maroc, ça pose problème dans les éliminatoires de la CAN. J'espère juste que cette sanction-là, elle ne va pas tomber parce qu'il y a des possibilités qu'on nous dise, écoutez, chez vous, on ne peut pas jouer un match de football chez vous, du coup, vous êtes obligé de délocaliser votre match. J'espère que ça, on va mettre ça de côté. Mais par rapport à la sanction financière, en tout cas, comme je l'ai dit au début, si on se réfère au Nigeria, ils ont pris une sanction de près de 150 000 euros. 150 000 francs suisses. Donc ça, c'est à peu près. Donc ça peut être à ce niveau-là, parce que tout simplement ce qui s'est passé, c'est inacceptable. Le public, la foule ne doit pas se retrouver dans cette zone-là. Tanou Diallo, officier média de la Confédération africaine de football, merci d'être passé. C'est fut un plaisir de partager ce plateau avec vous. Bien. Merci à vous tous à l'international. Merci à Mohamed Gabi qui a géré les sons du côté de la radio. Merci à toute l'équipe de la régie, Vladimir Poutine, Nalaï Sidibé, Mafata Sano Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mamoudou Kondé, Aboubakar Foté Souma. Nous vous retrouvons demain, toujours avec le même engouement, le même plaisir pour d'autres sujets d'actualité.